demandé donc, à ces salariés aidants qu'ils aident. On peut voir que c'est principalement le cercle familial. On va parler des parents, des enfants, du conjoint, mais principalement voilà, une aide au cercle familial. Cette aide, elle est multiforme. Ça va être à la fois du soutien moral, de l'aide au quotidien, ça va être pour les courses, pour les trajets, pour amener le proche chez les médecins. Voilà, donc c'est une aide multiforme et qui prend du temps. Et on a fait le focus cette année sur ce grand sujet qu'est la santé mentale, avec certaines questions pour comprendre si cette situation à la fois de salariés et d'aidants pouvait avoir des impacts. Et ensuite, on le verra, quelles sont les solutions pour amoindrir ces impacts. On a quelques chiffres qui sont assez marquants qu'on vous a remis ici. Déjà, l'idée qu'il y a 44% aujourd'hui des salariés aidants qui se déclarent en difficulté sur le plan de la santé mentale. Globalement, comme toujours, on a des différences qui peuvent apparaître en fonction de la situation de la personne interrogée. On voit que les profils qui vont aider leur conjoint ont un impact plus important, 60%. Ceux qui vivent sous le même toit que la personne aidée, 58%. Les aidants solo, 55%, vous voyez une majorité. Hein. Et les aidants qui aident une personne en situation de handicap, également 55%. Quand l'entreprise a une approche ouverte sur l'organisation du travail, le sujet de la charge de travail est un sujet qui peut être piégeux parce que dans notre univers d'aujourd'hui, on confond peut-être charge de travail et surcharge d'interférences, de coupures, où le travail ne se fait pas de façon aussi concentrée qu'auparavant. D'où l'intérêt pour les entreprises d'affiner l'analyse du travail lui-même, comment il est organisé, indépendamment de la question à quoi sert le travail que fait chacun, mais surtout comment se ménager du temps pour se consacrer à ces tâches. Alors, c'est très général ce que je dis, puisque si je parle d'un ouvrier autoroutier sur autoroute, il y a qui était mon secteur, il y a des activités où il faut être très concentré, très vigilant, et peut-être qu'il faut réfléchir à l'organisation des pauses. Si je parle de cadres qui ont beaucoup de déplacements, il y a peut-être une réflexion sur l'organisation de ces déplacements, sont-ils aussi utiles que cela? Et puis aussi, il y a une dimension financière qui est toujours tapie derrière la charge de travail, qui est comment se discutent les objectifs, comment se discutent les missions prioritaires. Et ce sujet de l'aidance, ça peut être l'occasion pour une direction ressources humaines de se poser d'autres questions qu'elle a l'habitude, enfin, en dehors de celles habituelles. Et je termine par cela, de se dire, et si c'était une opportunité, avec plein de guillemets, parce que c'est pas joyeux, une opportunité de regarder autrement l'organisation personnelle collective du travail et qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Aider les aidants, c'est une vision, c'est une ambition pour une société qui est en plein changement et qui subit un choc démographique, mais ça se construit et ça n'est pas simple. Je vais y revenir. Je vais d'abord finir de noircir ce tableau-là. Donc en rappelant les chiffres dans l'étude que je vous invite vraiment à lire, on voit une petite baisse de la part des salariés aidants sur leur intention de se déclarer aidants. Et on voit que sur l'impact sur le travail, les DRH et surtout les managers, en fait, les DRH, les chiffres sont assez stables. Mais les managers, eux, constatent un impact plus fort sur différentes thématiques liées à la qualité du travail. Ce qui montre bien que pour ces managers qui sont en première ligne, ils sont quand même face à des difficultés en termes organisationnels, avec des salariés aidants, avec des salariés qui ne sont pas aidants mais qui sont parents, avec des salariés qui ne sont rien de tout ça mais qui ont des aspirations en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle. Chacun il va de ses envies et de ses besoins. Comment on organise tout cela? On voit bien que nos salariés, malgré toutes les aides qui existent, ne sont pas forcément non plus informés, formés, et donc le déni ou le tabou fait aussi que les collègues ne savent pas forcément qu'ils ont des droits qui pourraient être associés à effectivement des dispositifs. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place avec les collègues de l'OCIRP? C'est une formation donc depuis 1 an maintenant, avec des formations différenciées avec 4 niveaux qui reprennent ce qu'on a dit. Premier niveau, effectivement, pour la formation à destination des RH et des directions dans le cadre de l'entreprise en tant que levier de performance sociale. Le deuxième temps, c'est effectivement pour nos managers, parce que là aussi, on voit bien qu'au quotidien, les managers ne sont pas forcément tous formés, ni informés des règles aussi qu'il y a pour les salariés aidants. Et donc, effectivement, comment mettre en place, repérer les signaux faibles, vous le disiez tout à l'heure, Patrick, comment repérer, dans le cadre d'une attitude d'un salarié, vous le dites aussi, Lydie, comment un salarié qui est en surcharge mentale, en surcharge avec des arrêts de travail qui peuvent être un peu comme ça perlés,
une fatigue importante, une déconcentration dans le travail. Comment repérer des signaux faibles qui permettent aussi d'avoir un autodiagnostic et que le manager soit aussi en capacité d'adapter et de mettre en place ce plan d'action. Le télétravail, en tout cas au domicile du proche aidé, puisque c'est de cela dont il s'agit, c'est ce que j'appellerais une vraie, fausse, bonne solution. C'est une solution, une des premières solutions demandées par les salariés aidants ou les aidants dans le public comme dans le privé. C'est aussi une des premières solutions proposées par les entreprises. D'ailleurs, pour une raison assez drôle, parce qu'elle nous explique que ça peut faire baisser l'absentéisme. Et moi, ce que j'explique, c'est que finalement, ce télétravail au domicile du proche aidé, il génère des coûts cachés conséquents pour les organisations. Pourquoi ? Alors, si ce télétravail n'est pas accompagné de baisse de la charge de travail, là, ça va générer des coûts conséquents, puisqu'il va impacter directement la santé du proche aidant qui va utiliser en réalité son temps de télétravail à s'occuper du proche aidé. Ça a été très bien dit par Marianne en introduction. Il va effectuer toutes les démarches administratives pendant les heures ouvrées, accompagner le proche aidé aux rendez-vous médicaux, s'occuper du domicile, faire les courses, remplir les papiers administratifs, etc. etc. Et donc, il va télétravailler quand ? Le soir ou la nuit. La solution, c'est si télétravail il y a, ça a été dit, il faut le faire au moment de l'entrée dans les danses, puisque c'est là où on doit tout organiser, vous l'avez très bien expliqué, c'est là où il faut mettre les choses en place, et ça doit absolument s'accompagner d'une baisse de la charge de travail, et je le dis, à salaire constant. Parce que si vous baissez le salaire du salarié aidant en accord avec la baisse de la charge de travail, ça s'appelle du temps partiel subi, et ça n'est pas une solution pour les salariés aidants.